merci à Nicolas qui s'est chargé de dupliquer ces petits livrets d'illustrations. En préambule, je rappellerai que Isabelle a posé l'an dernier aux amis d'Odessa, que nous sommes tous ici, ou presque, la question suivante. Odessa a marqué le cinéma, la littérature, les arts. La descendance odessite, adoptée par Paris, continue-t-elle de chanter les trésors perdus d'Odessa et de claironner sa fierté d'appartenir à une lignée prestigieuse? À cela, j'ai claironné, oui, dans un article paru, comme l'a dit Isabelle, cet été, sur le site des Amis d'Odessa, sous le titre répété ici, « Quand on s'appelle Schreiber, on écrit ». J'y présentais ma famille paternelle et les talents artistiques et littéraires de chacun de ses membres, en soulignant qu'ils constituaient une famille typique de l'intelligentsia juive d'Odessa, à laquelle je suis très fière d'appartenir. Ma présence ici a pour but de vous en dire un peu plus sur ceux que j'appelle mes chers inconnus, à savoir mes grands-parents paternels, mes oncles, frères de mon père, ma demi-sœur Asia, de 25 ans, mon aînée. Avant d'aborder mon récit, je voudrais dire quelques mots sur mes sources principales en tout cas. Ce sont d'une part 2 romans autobiographiques de mon père, malheureusement inachevés. Il les a écrits vers 1936-37, d'après moi, en français. Il y a aussi son journal intime, écrit en français, alternativement en français et en russe, qui date à peu près de la même période. Autre source importante, ô combien, les lettres de mes chers inconnus, parvenues à mon père exilé à Paris. Elles sont plusieurs centaines et elles couvrent la période de 1927 à 1937, c'est-à-dire 10 années particulièrement difficiles, voire tragiques, en Ukraine. 1927, c'est l'arrivée de mon père à Paris. 1937, c'est le moment où la correspondance avec l'étranger peut être passible de très graves peines, allant même jusqu'à la peine de mort. À ces sources écrites s'ajoutent pour moi 2 voyages à Odessa, où un historien de ce qu'on appelle en russe l'avocatura, c'est-à-dire la profession d'avocat, m'avait longuement interviewé sur mes recherches familiales et avait mis en ligne l'article qui en avait suivi. Grâce à cet article et à une autre parution sur Internet, sur laquelle je reviendrai, j'ai fait 2 rencontres absolument incroyables qui ont largement enrichi mon information. J'en viens à mon propos, mais vous présenter mes grands-parents que voici. Mon grand-père, Boris Efimovitch Schreiber, prononcé à la russe, Schreiber à la française. Ma grand-mère, Rosalia Osipovna Fishman. Ni l'un ni l'autre ne sont nés à Odessa, mais ils sont fixés assez jeunes et ils ont élevé toute leur famille. Boris Efimovitch est né en avril 1959 dans l'oblast d'Ekatérinoslav, qui est maintenant Dnipro. Rosalia Osipovna vient de Jitomir. Je ne connais pas précisément sa date de naissance, j'ai fait différents recoupements et je la situe autour de 1866. Vu leur lieu de naissance, je pense que l'un comme l'autre ont eu pour première langue le yiddish, mais c'est le russe qui fut parlé dans leur foyer. Ils restèrent néanmoins très respectueux de toutes les traditions hébraïques. Sur la photo ici présente, Boris Efimovitch est un homme de belle prestance, un homme sans doute alors au fait de sa réussite. D'ailleurs, au dos de la photographie, il est indiqué que la photo a été prise par le photographe du Tsar. Tout le monde dit de lui qu'il est une force de la nature et il le restera jusqu'à la fin de sa vie. Je tâtonne quelque peu pour reconstituer sa jeunesse et son chemin vers Odessa. Je ne connais pas la profession de son père. Je pense que sa famille habitait à un shtetl
où il a dû fréquenter une école de Talmud Torah. Quand il quitte sa famille, à 18 ans, il parle le russe, mais selon mon père, il ne sait ni le lire ni l'écrire. Je ne sais pas du tout où il a amélioré sa connaissance de la langue russe et où il a appris à lire et à écrire le cyrillique, mais tout porte à croire qu'il y était parfaitement et rapidement parvenu, puisqu'il put postuler et réussir à entrer et à y faire ses études à la faculté de droit de Kharkiv, où sévissait, je pense, un sévère numerus clausus pour les jeunes juifs. Diplômé de cette faculté, il exerça tout d'abord à Kharkiv, en menant dans le même temps une activité théâtrale qui, je pense, lui permit de financer ses études. Ce jeune ambitieux fut très vite attiré par la notoriété et la prospérité d'Odessa, qui de plus avait besoin de jeunes juristes. Il s'y installa vers 1885 et il prospéra. Avocat à la cour respecté, jouissant d'une belle clientèle, il y poursuivait aussi son activité de dramaturge sous le pseudonyme de Boris Pisalevski. J'ai ici une pièce, Staromu Bogu, procurée par un collectionneur d'Odessa. J'ai trouvé plusieurs autres pièces écrites par lui sur Internet. Je les ai trouvées sur Internet, elles sont répertoriées à la Rossiyskaya Gosudarstvenaya Biblioteka à Moscou. À partir de 1883, le yiddish a été interdit comme langue utilisée pour le théâtre juif. Mon grand-père écrivait donc ses pièces en russe, un russe un peu archaïque, l'écriture également, et j'avoue que j'ai renoncé à essayer de la traduire, parce que c'était vraiment trop compliqué pour moi. Ces pièces, en tout cas, étaient jouées couramment au théâtre juif d'Odessa et dans toute la Russie du Sud. Rosalia Osipovna est la seconde épouse de Boris Efimovitch. Jitomir, où elle est née, est l'un des berceaux du judaïsme hassidique, ce qui eut sûrement une influence sur son éducation et sur son développement. Mais ce ne sont que des conjectures, je ne sais pas, en tout cas pas pour le moment encore. Je ne sais rien de ses parents ni du métier de son père. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'elle était musicienne et que c'est elle qui transmit le goût et le talent pour la musique à plusieurs de ses enfants, et notamment aux plus jeunes. Ceux-ci la décrivent comme une mère tendre et aimante, attentive à chacun d'eux. Elle en eut 8, dont 3 décédèrent pendant l'enfance. Son portrait, qui n'est pas par le photographe de ça, montre une jolie femme épanouie, aux cheveux blonds roux, ça c'est mon père qui l'écrit. Sa santé délicate l'obligeait à faire régulièrement des cures dans les stations du Caucase. Il ne devait donc pas lui être facile tous les jours d'être l'épouse du très actif Boris Efimovitch, le patriarche comme le nommaient les siens. La maison de famille, la voici. Je crois que s'y trouvait aussi, je pense, au rez-de-chaussée, le cabinet d'avocat de mon grand-père. On vivait bien, manière aisée, dans cette grande maison rose, située Bolchaya Arnautskaya 55, au coin de Vyzhlievskaya, dans le vieux quartier, le vieux carré, dans le quartier historique d'Odessa. Cette maison accueillait fréquemment la jeune génération des littérateurs de la Russie du Sud, comme le poète Édouard Baglitsky, les romanciers Valentin Katev ou Yuri Alyosha, pour en citer quelques-uns. Mon père raconte que les arts et les lettres étaient très encouragés dans ce foyer, où toute la fratrie fut exposée dès l'enfance à l'apprentissage de plusieurs disciplines artistiques ou littéraires, afin que plus tard, chacun puisse faire ses choix en toute connaissance de cause. Aussi, outre leur bonne éducation scolaire, chaque enfant s'adonnait-il, qui à la musique, qui à la peinture,
qui à la littérature ou à la poésie. Ces enfants, nommons-les, ce sont sous leurs diminutifs familiers Sacha, Grisha ou Grishik, Bouzik, Liana, Rafé, Kostya ou Kostik. Donc 6 garçons. Bizarre, il y en a un de trop. Y aurait-il un petit secret de famille? Précisément, Alexandre Borisovitch, mon oncle Sacha, est pour moi une énigme. Il est né en 1854, il est le premier enfant de Boris Efimovitch, alors marié avec Anna Nemirovskaya. Sacha était pour autant le fils de celle-ci, j'en doute fortement. Il ne serait pas impossible pour moi que Sacha soit plutôt le fruit d'une conquête féminine éphémère de son père. Car pourquoi sinon le couple divorça-t-il très rapidement? Pourquoi Sacha ne fut-il pas élevé par sa mère présumée, mais par ma grand-mère, Rosalia, qui eut la générosité de l'accueillir à son foyer et de l'élever comme l'un de ses propres enfants? Et puis, Sacha, bien que l'aîné par la naissance, n'est jamais considéré comme tel par ses frères. Il est d'ailleurs comme le petit canard du comte d'Andersen, totalement différent des autres. Il ne fait pas d'études universitaires, il quitte très jeune le nid familial, et surtout à l'inverse de tout le monde, la vie soviétique semble lui convenir parfaitement. Il y est comme un poisson dans l'eau et chante même régulièrement les louanges du camarade Staline. Sous le pseudonyme de Sacha Alienin, il est acteur ou régisseur selon les engagements. Il s'installe rapidement dans l'Oural où il mena l'essentiel de sa carrière artistique. Mais ce qui est curieux, c'est qu'à un moment, il changea temporairement de métier. Dans une de ses lettres, il annonce en effet qu'après une formation rapide, même je pense ultra rapide, il exerce désormais la profession d'avocat de la défense. Je pense que Staline sauvait ainsi les apparences de ces honteux procès. Auparavant, selon sa lettre mémorable au camarade ambassadeur de l'URSS en France, il avait fait valoir avec beaucoup d'emphase et de grande éloquence son apport de travailleur de la Seine à la lutte du prolétariat afin d'obtenir le retour de mon père dans son pays natal. Comme le montre le document ci-dessous, il essuya un refus, ce dont je me réjouis beaucoup, car mon père aurait eu bien des désagréments à rentrer en URSS, et en plus, moi, je n'aurais pas eu mon père. Donc mon père, le voici. Grigory Borisovitch, né en 1889, 5 ans après Sacha, est pourtant l'aîné officiel de la fratrie. Physiquement, Grisha ou Grisha, comme l'appelait ma mère et toute ma famille maternelle, oncle Grisha, et le portrait de son père, enfin assez proche, brun, allé, sans doute un peu moins grand. Il a été très tôt attiré par la politique, on le voit ici à 14 ans, élève du lycée Richelieu, où il dirige une cellule du Parti socialiste révolutionnaire, l'ESR. Il a participé activement à la révolution de 1905, et à la suite de quoi ses parents jugèrent beaucoup plus prudent de l'envoyer finir ses études secondaires à Berlin, à l'abri de la police et des prisons du Tsar. Il revint au Bercail. Ah oui, j'ai oublié de dire que ceci, c'est l'emblème des SR. Ses parents, oui. Il revint au Bercail pour mener à bien ses études universitaires à la faculté de droit. Atteint de tuberculose, il ne put, à son grand regret, participer activement à la révolution de février 1917, mais il se rattrapa par sa plume, une plume certes révolutionnaire, mais violemment hostile au caractère sanguinaire du bolchevisme.
leur entrée définitive à Odessa en février 1920, les bolcheviks se vengèrent en le condamnant aussitôt à mort. Il fut prévenu à temps de rentrer après chez lui et prit, je crois, le dernier ou l'un des derniers bateaux de la Croix-Rouge américaine à destination d'Istanbul. Il était muni d'un très maigre bagage, un peu de linge, quelques livres, une palette de peinture et un violon. Il a 31 ans, le voilà. Là. Il s'est marié à 18 ans avec une jeune veuve, mère de 2 enfants. Il est donc chargé de famille, d'autant qu'en 1910 lui est née une fille, Asia, ma demi-sœur. Néanmoins, il part seul, car sa femme a refusé de le suivre pour veiller sur ses meubles. Et c'est le désespoir au cœur qu'il a dû laisser derrière lui sa fillette bien-aimée. Avocat à la cour d'Odessa, il exerce une profession qui ne s'exporte guère. Donc d'exil en exil, qui le mena d'Istanbul à Berlin, puis de Berlin à Paris, il fut violoniste, peintre, fourreur, employé de banque, journaliste, que sais-je encore, pour finir par reprendre son métier de juriste à Paris, au milieu des années 30, où il ouvrit son cabinet de conseil juridique. Il a été bien formé à la peinture et au dessin, et il s'y adonna dès sa prime jeunesse. J'en ai vu le témoignage un soir lors d'un coup de fil très inattendu. Allô? Ouais. Je vous appelle de Moscou, me dit un inconnu qui précisa: je suis assis dans le salon d'une amie près de 2 tableaux de votre père. D'ailleurs, je vous passe mon ami. Il s'en suivit une conversation absolument rocambolesque en franco-anglo-russe. Je finis par comprendre qu'elle avait lu l'article de l'historien de l'avocatura sur mes recherches familiales, que celle-ci l'intéressait beaucoup, car sa grand-mère, qui avait été élevée par mon père, avait toujours voulu savoir ce qu'il était advenu de lui en exil. Et je finis par comprendre que par un miracle incroyable, j'étais en train de parler avec l'arrière-petite-fille de la première femme de mon père. Olga et moi sommes devenus depuis très proches. Elle m'a remis un texte sur ma famille, écrit par sa grand-mère Dora, qui était donc la demi-sœur de ma demi-sœur. Et elle m'a remis aussi de précieuses photos de mon père jeune. C'est d'elle que je tiens cette photo-là, et de ma sœur. Je reviens à ce que fut la peinture dans la vie de mon père. Selon les lieux et les époques, un loisir favori ou un gagne-pain. À Istanbul, un gagne-pain, ça fut aussi à son arrivée en France fin 1926, où il eut une production importante, ce qui l'amena à exposer au Salon d'automne 1929. Il ne se mit à l'aquarelle que sur le tard, mais elle fut le bonheur des dernières années de sa vie, et il y fut très prolixe et exposa régulièrement à partir de là à tous les salons, 1950, 52, 53. Pour ma part, je lui ai consacré une exposition récapitulative d'environ 70, c'est l'affiche, 70 tableaux, huile et aquarelle, qui eut lieu pendant l'été 2018 au très charmant musée de Moret-sur-Loing. Et je passe au troisième né de la fratrie, mon oncle Bénédicte Libouzic. Alors pas de photo de Bénédicte, il faut donc se contenter
du portrait qu'il fait de lui-même dans l'une de ses lettres, un rêveur à la petite barbiche et à l'abondante chevelure ébouriffée. À la lecture de ces lettres, j'ai adoré cet oncle qui, dans sa jeunesse, taquina la muse. Il y fait allusion dans ses lettres qui sont pleines de nostalgie du temps passé. Hélas, combien je me suis éloigné de moi-même ces derniers temps, écrit-il en 1929. Combien je me suis amolli, affaissé, réduit aux seules souches d'un idéalisme abattu par les ans. Avocat à la cour comme son père et son frère aîné, il dut se plier à la collectivisation de la profession d'avocat. Il en est très amer. Il écrit encore un poème de temps en temps, mais le cœur n'y est plus. La vie intellectuelle au temps des soviets, à Odessa en tout cas, n'est plus du tout ce qu'elle était avant la Révolution. Quatrième de mes oncles s'appelle Léonid Iliena. Comme Bouzik, Bénédicte, il est resté à Odessa. Après la guerre civile, il a fait sa vie, comme on dit, il s'est marié et a entamé sa carrière de médecin. Héritage de sa mère, il aime la musique et, selon elle, il est un compositeur de talent. Il compose notamment des romances. Très différents, Bouzik et lui sont pourtant très unis. Ils se consultent très souvent par l'ensemble des absents. Iéna n'écrit jamais, mais il s'intéresse de près aux échanges épistolaires des uns et des autres et transmet souvent quelques mots affectueux par l'intermédiaire des lettres de son frère ou de son père. Cinquième de mes oncles, Raphaël, dit Raffé. Celui-là, je ne sais peu de choses de lui. Je sais qu'il se destinait à la peinture. Je ne sais pas où il a suivi une formation artistique, à Odessa peut-être, ou ailleurs, ni quelles influences picturales l'ont marqué. Je sais que sa vie fut très courte. Atteint de tuberculose, Raffé succomba à cette maladie dans la nuit tragique du 31 décembre 1919, entouré tous les siens, totalement anéanti par cette mort précoce. Il avait tout juste 20 ans. J'en viens au sixième, mon oncle Kostia, qui pourrait faire l'objet d'un roman fleuve. J'ai essayé de le restreindre. Constantin, dit Kostia ou Kostik, donc sixième membre de la fratrie. Le voilà. Il est beau, il est blond, on peut lui prêter un charme slave. C'est le seul de mes oncles que j'ai rencontré pour de vrai. C'était en 1943 au théâtre Mogador pour la première de son opéra bouffe, Don Philippe. J'avais 8 ans, je ne l'ai plus jamais revu depuis. Dernier né de la famille, Kostia en était le soleil éclatant. Tous parlent de lui ou tous écrivent à son propos sans cesse. Pas toujours en bien. Car Kostia ne vit que pour 2 passions, la musique et les femmes. 2 passions qui lui font oublier d'écrire à ses parents ou de leur venir en aide, ce qui fâchera profondément mon père contre lui. Pianiste, chef d'orchestre, compositeur, il a quitté Odessa à 18 ans pour rejoindre son frère aîné, mon père, à Istanbul, d'où il espère bien rejoindre très vite Berlin ou Paris pour y parachever ses études musicales. Il fallut du temps pour obtenir les visas, mais ils finirent par les obtenir et ils partirent pour Berlin, où Kostia fut, selon certains, l'élève du célèbre Busoni. Il y noua en tout cas de nombreuses relations dans le milieu musical allemand. Je ne sais pour quelle raison, fin 1926, mon père et lui quittèrent Berlin pour Paris. Kostia y rejoignit aussitôt l'école normale de musique, où sous la férule d'Alfred Cortot, il obtint en 1929 sa licence de pianiste concertiste.
Les Français étaient alors encore sous le charme des ballets russes découverts quelques années plus tôt. Kostya sut surfer avec virtuosité sur cette vague russe pour démarrer tambour battant sa carrière. Dès 1931, tout va bien pour lui. Alfred Cortot, devenu son ami, dirige sa suite pour 2 pianos, Maloniana. Ses œuvres sont jouées scène Pleyel et aussi au tout nouveau théâtre des Champs-Élysées. Il dirige l'Orchestre symphonique de Paris. Il effectue en tant que soliste des tournées en Allemagne, en Belgique, en Autriche, au Royaume-Uni, où est créé en 1935 son ballet Port Saïd, qui sera créé à Paris quelques semaines plus tard. Il a gardé le pseudonyme de Kostya Konstantinov, qu'il avait adopté dans sa prime jeunesse à Istanbul. Un pseudonyme maintenant fort utile en temps d'occupation nazie ou à l'indication d'Alfred Cortot, pourtant chargé par les Allemands de l'épuration des musiciens juifs. Il prit la tête de l'Orchestre radio-symphonique de Paris, créé par Vichy en 1941. 1941 est une année phare pour lui. C'est cette année-là qu'il interprète le concerto numéro 1 de Tchaïkovski, accompagné par l'orchestre de la Société des Conservatoires sous la direction de Charles Munch, concert enregistré par Columbia. 2 ans plus tard, il eut pourtant maille à partir avec la Gestapo, prise de soupçon sur son identité réelle, et il dut disparaître dans la clandestinité avec l'aide de la résistance française. Il profita de cette période de calme, enfin de calme pour lui, pour écrire L'Oveau d'Or, musique de ballet qu'il considérait comme son œuvre majeure. À la Libération, L'Oveau d'Or fut programmé par le Théâtre Royal de Copenhague, qui finalement se récusa, accusant Kostya de collaboration. Voilà. Alors que les Français, eux, avaient blanchi tous les musiciens qui avaient joué ou composé pendant l'époque de l'occupation. Et le refus de Copenhague causa évidemment une déception à Kostya, mais aussi une importante perte financière. D'où sans doute cette décision de quitter l'Europe pour repartir vers le Nouveau Monde. Une décision bien adoucie par la perspective de retrouver en Argentine la nouvelle femme de son cœur, la danseuse Marianne Ivanov. Transfuge de l'Opéra de Paris, Marianne avait déjà entamé, avec 3 autres danseurs de l'opéra, la tournée des étoiles de l'opéra en Amérique latine. Voici l'affiche. Donc Kostya était le compositeur attitré. Quand il l'a rejoint à Buenos Aires, il avait avec lui le fameux Vaudor, toute une série d'œuvres nouvelles, une 40aine de concerts en perspective et le projet de création de la Philharmonie de Buenos Aires et du Ballet national argentin avec Serge Liffard. On l'attendait aussi à New York, où il fit un saut de quelques jours. Au retour, le crash du vol Newark-Miami du 30 mai 1947 mit tragiquement fin à sa vie. Il allait avoir 44 ans. J'entame maintenant l'épilogue, ou plutôt les épilogues de mon récit, en commençant par mes grands-parents. À l'époque où débute la correspondance adressée à Paris, par eux, c'est le moment où s'intensifient pour eux toutes les difficultés nouvelles liées à la période. La collectivisation de la profession d'avocat intervenue en 28-29 frappe plus durement encore mon grand-père Boris Efimovitch que son fils Bénédicte. Il est contraint de rejoindre un collectif de 250 collaborateurs. Les rémunérations réparties à partir d'un fonds commun n'ont bien sûr plus rien à voir avec les revenus confortables
d'un avocat ayant une belle clientèle privée. Et avec le temps, on verra que ce travail lui sera peu à peu retiré, le laissant absolument sans aucun revenu. Leurs lettres montrent alors combien ma grand-mère et lui, qui ont beaucoup vieilli, deviennent entièrement dépendants de leurs enfants, des enfants qui, pour ceux restés à Odessa, ont eux-mêmes des difficultés à gagner leur vie. Quant aux autres, ceux qui pourraient, comme Kostia, leur venir en aide, et qui font longtemps la tour sourde d'oreille avant de mettre la main au portefeuille. Il y a aussi Sacha qui, de l'oral, promet, mais oublie ses promesses. Mon père, immigré à Paris, ne roule pas lui non plus sur l'or, mais il devient le soutien de famille de ses parents, comme il l'a été jusque-là, et le reste pour sa fille aînée. L'argent est envoyé de Paris par l'entremise du Torksing, qui est la contraction de Torgovat Sinastransene, donc commercer avec les étrangers. Le Torksing est un organisme qui a été créé en 1931 pour assurer précisément les transferts d'argent depuis l'étranger. Quand il ne sera plus possible d'envoyer de l'argent de l'étranger, le Torksing deviendra jusqu'en 1936 une chaîne de magasins de détail où se procurer à des prix très raisonnables des produits alimentaires et de première nécessité. Il n'y a qu'une seule condition pour les acquérir, c'est d'avoir de l'argent Torksing. Et pour avoir de l'argent Torksing, vendre ses bijoux, ses objets de valeur, ses meubles, au Torksing, à des prix dérisoires. Je suis toujours ébahi par le cynisme de Staline, organisateur de la pire des famines, de la mort, et l'utilisant pour piller les avoirs de la population. Staline récolta ainsi un beau magot, 287 millions de roubles or, qui lui permirent d'entamer l'industrialisation de la Russie. Tenaillés par la faim, les habitants d'Odessa et du reste de l'Ukraine pouvaient-ils éviter d'en passer par là? Ma grand-mère, elle aussi, vendit comme tout le monde tout ce qu'elle avait. Plongé dans le dénuement, perpétuellement inquiet quand les envois d'argent tardaient à arriver, cumulant alors les dettes, Boris Efimovitch et Rosalia Efimovna sont aussi confrontés à l'obligation de vivre, ils ont depuis longtemps quitté la belle maison rose, dans un appartement partagé avec 6 inconnus qui n'appartiennent pas du tout à leur milieu. De santé de plus en plus fragile, ma grand-mère qui souffre du cœur et marche difficilement, ne peut, faute de moyens, se soigner efficacement. Quant au rêve de quitter ce cauchemar pour venir rejoindre leurs 2 exilés, évidemment, encore une fois, faute de moyens, il restera un rêve. Je n'avais pas l'habitude d'être pauvre, écrit ma grand-mère, que cela plonge souvent dans le désespoir. L'annonce de ma naissance, en 1935, leur apporta une lueur de joie et de douceur. Ils moururent l'un après l'autre, à un mois d'intervalle l'année suivante, fin 1936. Je vais reparler d'exil, celui de 1939-44, cette fois en pays niçois. Mon père avait suivi de près l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, et y compris dès l'entrée en guerre de la France, qui nous faudrait quitter Paris pour nous mettre à l'abri. Nous avons fait un essai infructueux de passage en Espagne, et ensuite notre route de l'exil prit la direction de Nice, en zone non occupée, la fameuse zone nono. Mon père reprit les pinceaux et se lança dans une production picturale alimentaire qui n'eut qu'un succès financier très moyen. Il pensa améliorer notre situation quand une fille sur la promenade des Anglais la rencontre fortuite d'un ancien juge de paix d'Odessa. Celui-ci a été formel,
Mon cher ami vivait à la campagne, cultivait la terre, élevait des poules, des lapins. Mon père le regarda assez ébahi. Je ne connais rien à tout ça, ni aux poules, ni aux lapins. Je ne sais pas du tout en trouver. Le juge, a priori un homme honnête, promit d'y pourvoir, prit l'argent et disparut à jamais. Curieusement, mes parents ne se découragèrent pas pour autant et tentèrent l'aventure sur les hauteurs de Colomar au-dessus de Nice. Ils se mirent à la culture, élevèrent des poules, des lapins, ils aimèrent même une chèvre, Léocadie, qui fut ma grande copine des escapades buissonnières, mais tout se termina rapidement en fiasco. La terre caillouteuse ne donnait pratiquement rien, la chèvre pas une goutte de lait, et le canard du coin avait une préférence manifeste pour notre poulailler et boudait absolument ceux des voisins. Il nous fallut, mon père et moi, rentrer à Nice, et ma mère prit le chemin de Paris, où son frère, lui procurait un travail. Elle avait repris son nom de jeune fille, elle vivait dans l'appartement de sa mère, et de toute la guerre, elle ne remit pas les pieds dans notre appartement de Paris. J'entrai moi au petit lycée de Nice pour des études qui seraient très hachées entre Paris et Nice. À Nice, tout alla bien, tant que régna l'occupation italienne. Quand les Allemands prirent le relais, bien des Juifs se firent prendre dans leur filet. Serge Klarsfeld racontait ses grandes rafles de midi de la France. Nous prîmes les devants avec l'aide de ma mère arrivée d'urgence de Paris. C'est elle qui eut l'heureuse idée d'interrompre en cours de route notre voyage vers Grenoble. Les Allemands autrement nous y auraient cueillis à l'arrivée de l'autocar. C'est dans le petit village de Pierre-Châtel, en Isère, dans un no man's land tout couvert de neige, que nous installâmes mon père, qui passa l'hiver 43 dans une solitude glacée, l'oreille collée sur Radio Londres, pour suivre les progrès de l'armée russe à Stalingrad. Il y poursuivit aussi et acheva l'écriture de À l'école de l'an 40, réflexion sur la guerre et testament spirituel à mon intention au cas où. Le retour à Paris sonna pour mon père le plus terrible des glas. Dès la fin officielle de la Grande Guerre patriotique, le 9 mai 1945, il avait déployé toute son énergie pour récolter des nouvelles de la famille demeurée à Odessa. Ses fils amants Sacha depuis l'Oural, où il avait été à l'abri du conflit, qui lui en donna. Elles étaient glaçantes. Bénédicte, son frère, s'était pendu le jour de l'arrivée des nazis à Odessa. Et tout portait à croire, selon Sacha, qui aurait peut-être mieux fait de ne pas le dire, que ma sœur Asia avait été torturée par la Gestapo. Elle avait été transférée ensuite dans un camp, hors de la ville, pour être exécutée avec toute sa famille maternelle. C'est Olga, sa petite nièce, mon amie de Moscou, qui a inscrit son nom à Yad Vashem parmi les victimes de la Shoah par balle. Liena, lui, s'en était sorti en s'enfuyant d'Odessa par la mer jusqu'à Mariupol, puis par voie terrestre jusqu'à Tachkent, où il s'installa avec sa femme, fidèle à son attitude passée, et ne donna jamais de nouvelles. Autre épilogue, le crash du vol Newark-Miami. Les nouvelles de la mort de Kostia se répandirent comme une traînée de poudre dans la communauté russe de Paris. Le journal Ruskaya Rus, la pensée russe, lui avait en effet consacré par la plume de Lina Berberova un vibrant hommage. J'ai un souvenir très vif de ce qui se passa dans les heures qui suivirent. Dès le début de l'après-midi,
nous vîmes se presser à la maison une troupe de dames, très maquillées, très parfumées, très exubérantes, qui me serraient dans leurs bras en m'appelant leur chérie. J'avais 12 ans, je fus fascinée par la sophistication de mes presque tantes. Pour mon père, la mort de son frère cadet effaça aussitôt tous les griefs. Il n'eut plus que 2 objectifs: rendre hommage à sa mémoire en organisant ses funérailles et retrouver ses manuscrits musicaux. Pour cela, il fallait entrer en relation avec Marianne Ivanov, dont il venait d'apprendre l'existence par la nécrologie de Nina Lerberova. À la lettre chaleureuse que mon père lui adressa, elle répondit de Cuba, une missive particulièrement sèche qui coupait court à toute relation ultérieure. Qu'étaient devenus les bagages qui accompagnaient Kostya sur le vol Eastern Airlines? Contenaient-ils des manuscrits? Au final, il y a eu de longs échanges avec des avocats de la compagnie et l'avocat aux États-Unis de mon père. La compagnie n'adressa qu'une petite boîte en carton, 25 cm et 6 cm d'épaisseur. Je reviendrai sur son contenu, mais je peux affirmer qu'il n'y avait dedans aucun manuscrit. Soucieux de la survivance de l'œuvre de son père, mon père suivit de nombreuses pistes, toutes féminines, mais sa recherche des manuscrits n'aboutit à rien. Son décès en 1953 marqua la fin de cette recherche. 50 ans plus tard, j'ai décidé de m'y mettre à mon tour. Mon premier pas fut d'inventorier le contenu du carton restitué par la compagnie aérienne. S'y trouvait un portefeuille vide, des photos en partie rongées par le feu, des programmes de concert, des documents faisant état de commandes de musique de film, des cartes de visite récoltées à New York, des lettres qui me donnèrent des renseignements précieux sur les activités de Kostya à ce moment-là. Je trouvais aussi sa fausse carte d'identité qui attestait qu'il s'était bien volatilisé à la barbe des nazis et de la Gestapo. Une visite au département musique de la BNF me fit découvrir plus d'une 60aine d'œuvres à son nom. La plupart des éditeurs avaient disparu, mais Eschig, repéré par Universal, maintenait à son catalogue les œuvres de Kostya éditées par eux. Et c'est ainsi que j'ai pu commander, à la chute de Pan, rue de Rome, ces 2 œuvres, Vienne et la légende du boulot, qu'il est toujours possible de se procurer chez les vendeurs de partitions musicales. Le volumineux, très volumineux dossier juridique constitué par mon père me permet de retrouver aussi la trace des 2 éditeurs londoniens de Kostya, De Wolf, qui avait notamment édité Le Veau d'Or, qu'il avait déposé aussi aux États-Unis, et Boosley et Hawkes, Music Publisher, qui me confirma par mail que si je voulais la partition orchestrale de Port Saïd, éditée par eux, je pouvais la trouver en location à leur High Library à Londres. Bref, l'œuvre de Kostya était toujours vivante. J'en savais assez pour rédiger un article posté sur Wikipédia. Et en mai 2011, Kostya Konstantinov fit son entrée sur Internet. Il aurait adoré. Depuis, mon article a été enrichi et les publications concernant Kostya se sont multipliées. En français, en russe, en anglais, en espagnol, curieusement pas en allemand, mais je ne les ai pas trouvés. C'est ainsi qu'un jour, j'ai eu une énorme surprise à la lecture sur un des sites Kostya Konstantinov d'Internet d'un texte signé Jurab, un pseudonyme
que je perçais très vite à jour. C'est pourquoi j'appellerai son auteur de son véritable nom, Julian Bessette, qui se trouve ici en ma compagnie. Julian relatait l'histoire arrivée à sa femme et à lui quelques 46 ans auparavant. Jeune marié, il voyageait par un jour d'été très chaud sur la route de Marmande à Tonins à la recherche d'un point d'ombre. Ils le trouvèrent à Fogrol, une ciblette du Lot-et-Garonne, et constatèrent qu'il s'était arrêté près d'une maison brûlée, dont il restait quelques ruines. Intéressé par les ruines, Julien en avait fait le tour et, à sa grande surprise, avait découvert que l'un des murs encore debout contenait un placard. Et dans ce placard, de nombreux manuscrits musicaux signés Kostia Konstantinov. Lui-même musicien et compositeur, il fut touché par cette trouvaille et comme personne alentour ne sut ou ne voulut lui dire à qui avait appartenu cette maison brûlée, il se chargea de tous ces manuscrits pour les mettre à l'abri. Rentré chez lui, une rapide recherche lui apprit que Kostia Konstantinov était décédé depuis longtemps. Il fit des recherches pour trouver des héritiers. Ce fut sans succès. C'est ainsi que sa femme Françoise, elle aussi musicienne, et lui, conservaient pieusement depuis lors, une cinquantaine d'années, cet important lot de manuscrits parfaitement préservés. Trouver les coordonnées de Julian me prit une partie de la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Et quand je l'ai trouvé, je me considérais comme héroïque de ne pas avoir téléphoné aussitôt. J'ai attendu le lendemain, néanmoins, on nous eut long et émouvant échange téléphonique, le plus long de sa vie, me dit-il. Le jour de notre rencontre à Bordeaux, où il habite, j'y allais quelque temps après, a marqué la naissance d'une chaleureuse amitié nouée autour d'un même projet. Sortir de l'oubli l'œuvre de Kostia et tenter de la faire rejouer. À ce jour, nous n'y sommes pas encore parvenus. Mais le travail de numérisation des manuscrits auquel s'est allié Julian, en les postant au fur et à mesure sur un site dédié, peut y concourir. Et je terminerai par la petite histoire, pour la petite histoire, en disant, comme Sacha Guitry, mon père avait raison. La piste féminine était la bonne. Plus ample renseignement pris par Julian pour savoir à qui appartenait la maison brûlée où se trouvaient les manuscrits, nous a appris que cette maison appartenait en effet à une dame, une certaine Madeleine L. Madeleine, ça me disait bien quelque chose. En recoupant avec la correspondance familiale, je compris que cette Madeleine, qu'elle nommait Maudelaine, était la bête noire de ma grand-mère. C'était elle, bien sûr, cette mauvaise femme qui cachait à Kostia les lettres de ses parents. Elle, comment en douter, qui détournait son merveilleux petit Kostia de ses devoirs filiaux. Quand on tient un bouc émissaire, quelle chance, il ne faut pas le lâcher. Merci.